Bonjour, merci d'être aussi nombreux un samedi après-midi pour venir entendre parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans l'actualité, en particulier en Europe et encore plus en France, parce que les pays d'Asie du Sud-Est sont particulièrement négligés ici pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez dans les questions. Donc, en général, le point de vue académique français a un tropisme qui est beaucoup plus marqué sur le monde du Moyen-Orient ou sur le monde méditerranéen de manière générale et sur l'Afrique secondairement. Donc on a tendance à oublier un peu l'Asie du Sud-Est de manière générale. Et s'agissant de l'islam, en lien avec ce qui se fait beaucoup dans l'actualité, le regard sur ce qui se passe en Asie du Sud-Est autour de cette question peut être intéressant à plus d'un titre. Le premier, bon, vous connaissez l'actualité du moment, et je trouve ça intéressant de déporter le regard et de regarder ce qui se fait dans d'autres régions du monde, parce que l'actualité internationale de l'islam ne se réduit pas qu'à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et dans une zone notamment comme l'Asie du Sud-Est, qui pour plein de raisons, je vais le rappeler après, est un vrai laboratoire, la question est intéressante à regarder de ce point de vue-là. C'est également intéressant de déporter le regard vers l'Asie du Sud-Est, puisque c'est là où on trouve le pays qui comporte le plus de musulmans dans le monde, l'Indonésie, et on a tendance à l'oublier. Et de manière générale, les musulmans asiatiques représentent une très grande part des croyants dans le monde entier. Si on ajoute la Malaisie, Brunei, les minorités aux Philippines, en Thaïlande, si on remonte un peu et qu'on regarde les minorités musulmanes en Birmanie, dans l'ex-Indochine, et puis également les musulmans chinois, on a tendance à les oublier, mais il y a un effet de nombre, c'est-à-dire qu'en proportion de la population, ils ne sont pas nombreux, mais sur le plan quantitatif, ils représentent un poids important. Donc aussi pour cette raison-là, c'est bien de faire ce petit détour par l'Asie pour discuter de l'actualité de l'islam et regarder des modèles, des modalités d'imprégnation des relations entre le politique et le religieux dans ces pays qui sont aussi très intéressants à observer. Alors pour commencer, je ne vais pas vous faire une très grande leçon d'histoire parce que ça serait un peu assommant, mais au moins rappeler et expliquer comment l'islam s'est implanté en Asie du Sud-Est, selon quel ressort, en termes de vagues, comment les choses se sont construites. Parce que je pense que ce sera intéressant après dans les questions de peut-être revenir sur certaines modalités, parce que ça questionne aussi la plasticité que peuvent avoir aussi les sociétés vis-à-vis des référents religieux, et regarder notamment par rapport à l'islam pourquoi ça a aussi bien marché en Asie du Sud-Est insulaire avec des conséquences et des effets aujourd'hui qui sont importants. Alors en fait, l'islam en Asie, originellement, ça arrive par la Chine. Dans un schéma qui est un schéma relativement bien connu des historiens de cette époque-là, c'est les marchands arabes qui suivaient la route de la soie sont arrivés jusqu'en Chine et ont commencé à convertir des premiers marchands chinois. Ça a donné, je vais pas développer, mais ça a donné ensuite une population chinoise souche convertie à l'islam, qu'on retrouve aujourd'hui. Ils ont une province, par exemple, qui leur est dédiée en Chine, ce qu'on appelle les Rouis en Chine. Et donc ces marchands convertis à l'islam sont devenus très importants, selon les époques impériales chinoises, sont devenus importants parfois auprès des empereurs, et ont joué un rôle de vecteur de la religion musulmane dans la zone. Alors pourquoi faut expliquer aussi que l'Asie du Sud-Est se trouve à un carrefour géographique très très important, ce qui explique que le mixage des populations et le brassage des populations au long des siècles, parce que c'est le point de rencontre entre l'océan Indien d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre, via la mer de Chine du côté Asie. Et en fait, l'Asie du Sud-Est particulièrement était le point de rencontre de la marine au long cours, des marchands d'un côté qui venaient de l'Inde et de l'autre côté qui venaient de la Chine par les moussons inversés. Et en fait, ils se retrouvaient au point le plus loin où ils pouvaient aller avec les vents portés par les vents des moussons, c'est-à-dire sur les côtes de l'Asie du Sud-Est. Et notamment autour du détroit de Malacca, qui est aujourd'hui la première route maritime mondiale et qui continue à être un carrefour très très important à la fois dans la région mais également sur le plan international.
Et donc les premiers marchands chinois de la navigation, qui possédaient la technique de la navigation à voile, fréquentaient les ports de l'Asie du Sud-Est. Il y avait tout un commerce qui se fait depuis plus de 1000 ans entre l'Asie du Sud-Est insulaire et le monde chinois. Et les premières traces qu'on a en Asie du Sud-Est, c'est des tombes, pour le dire plus simplement. Les premières traces qu'on a de présence musulmane en Asie du Sud-Est sont des traces de marchands chinois. Mais, vous allez me dire, si vous connaissez un peu l'histoire, pourtant on dit tout le temps que c'est des marchands indiens venus du Gujarat qui ont provoqué la conversion massive de population en Asie du Sud-Est. Alors c'est vrai, mais c'est important de rappeler aussi que les premières traces de présence de l'islam viennent par les Chinois qui ont procédé aux premières conversions. Mais effectivement, le mouvement massif de conversion de l'Asie du Sud-Est à l'islam vient plutôt de l'Inde, par des marchands qui eux aussi avaient été convertis dans le cadre des relations de commerce. D'ailleurs, je mets un petit... comme une bulle, on pourra en reparler tout à l'heure, l'importance des vecteurs du commerce international et du vecteur économique dans la propagation de la foi, et en particulier de la foi musulmane s'agissant de l'Asie du Sud-Est. Je ne vous dis pas ça par hasard, parce que tout à l'heure je vais vous reparler des relations entre économie et islam, parce qu'en Asie du Sud-Est ça joue un rôle important. Donc ces marchands indiens fréquentent les ports malais, je veux dire, ça sera plus simple pour désigner la zone, donc des comptoirs de commerce dans toute l'Asie du Sud-Est insulaire, donc sur les côtes de Sumatra et sur les côtes du détroit de Malacca. Puis il se trouve que donc on a des marchands chinois, indiens et des populations autochtones qui commercent et qui échangent des biens. On est, en termes de structure politique à cette époque-là, dans on va le dire très simplement, des royaumes hindouisés, c'est-à-dire dans une forme d'organisation qui est extrêmement pyramidale, extrêmement hiérarchisée. Et en fait, les relations de commerce qui se nouent dans les ports sont peu adaptées à la religion hindouiste à cette époque-là, parce que la religion musulmane a une particularité par rapport à la religion hindouiste, c'est qu'elle a un mode de pratique de la foi qui est très égalitaire. Et donc ces marchands qui fréquentaient ces marchands musulmans convertis qui fréquentaient les ports malais, du coup pratiquaient leur foi quand ils venaient déposer leurs marchandises et reprendre leurs marchandises. Et petit à petit, l'islam est devenu alors pas en tant que islam elle-même, mais entre les marchands ça devenait plus simple de partager la même religion, qui ne faisait pas de différence en termes de hiérarchie sociale entre les pratiquants. Et du coup ça favorisait le commerce d'être tous sur un pied d'égalité. Donc les marchands dans ces ports, dans ces comptoirs, ont commencé à se convertir, alors c'est pas des mouvements massifs, parce qu'on est dans des proportions de population qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, mais on a commencé à avoir toute une vague de conversion des gens qui étaient directement liés au commerce dans ces ports de l'Asie du Sud-Est. Et nos dirigeants de l'époque, voyant que leur structure de pouvoir pouvait être menacée par ces conversions de l'ensemble du système marchand dans leur royaume, se sont petit à petit convertis pour adopter la religion qui devenait la religion majoritaire, pour consolider leur structure de pouvoir et éviter d'être évincés au profit d'autres dirigeants qui professaient cette foi-là. Donc on a commencé à avoir, du coup, c'est vraiment un mouvement du bas vers le haut. On a commencé à avoir d'abord des marchands, ensuite des conseillers du prince qui étaient des convertis, et puis les princes petit à petit. Alors il y a quelques exemples de conversion dans des petits royaumes autour de Sumatra, mais le point de départ vraiment très très important du mouvement de conversion qui va se faire dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est la conversion du prince de la cité de Malacca, qui se trouve aujourd'hui en Malaisie, et qui fonde le sultanat de Malacca au début du XVe siècle. Et Malacca devient en même temps, alors c'était déjà un port qui avait une organisation ultra sophistiquée, on a des travaux d'historiens qui montrent qu'il y avait une organisation, un règlement, quelque chose de très très sophistiqué sur le plan juridique dans l'organisation du commerce sur place. Et en fait cette organisation très sophistiquée déjà sur le plan de l'écrit, sur le plan de la loi, va se transférer du côté religieux, et avec un centre de propagation de la foi et
réflexion sur l'islam qui va devenir très important. C'est pour ça qu'on parle souvent du rayonnement de Malacca dans toute l'Asie du Sud-Est pour la conversion de la zone, même si je le répète, c'est pas à Malacca qu'a eu lieu la première conversion d'un dirigeant dans la zone. Donc petit à petit, la foi se propage, d'abord du côté des ports, hein. On est resté dans une pratique de la religion très syncrétique pendant longtemps, mélangée avec des croyances locales, d'autant que les populations malaises allaient peu dans les hinterlands, hein. On était davantage sur des villes qui étaient construites près des points d'eau. On est dans un système, on est presque dans des thalassocraties à l'époque, hein. Tout fonctionne autour de la navigation, donc dans l'hinterland, hein, dans l'intérieur des terres, on a des petites villes qui sont construites le long des fleuves, le long des points de passage maritimes, et toute cette zone de jungle, hein, toute la zone, à l'origine c'est de la jungle, est peu habitée par les populations qui font du commerce, les populations malaises, et qui sont avant tout des gens de la mer, des orang laut comme on les appelle en Asie du Sud-Est. C'est pour ça que subsistent des populations aborigènes qui elles étaient là avant, qui vivaient plutôt dans l'intérieur des terres. Et en Malaisie, ça c'est toujours très perceptible, hein. On a à la fois des populations aborigènes du côté bornéo, mais également sur la péninsule malaise, on a toujours des populations aborigènes qu'on appelle parfois les proto-malais, qui étaient là avant les populations malaises qu'on connaît aujourd'hui et qui forment le gros de la population. Et qui sont arrivés par des vagues de migration de toute la zone au fur et à mesure des siècles. Donc voilà, pour les modalités d'arrivée de l'islam dans la zone, et puis on a petit à petit du coup tous les royaumes qui se sont convertis et qui se sont institués en sultanat. Donc on en retrouvait dans les États malais, donc qui forment aujourd'hui la Malaisie. Donc à l'origine, la Malaisie est aujourd'hui un État fédéral, mais à l'origine c'est le regroupement de plein d'États, de plusieurs sultanats. Vous avez le sultanat de Brunei qui aujourd'hui existe toujours, et puis vous aviez l'Indonésie également. Voilà. Avec des minorités musulmanes aussi qui vivent au sud des Philippines. C'était des anciens royaumes malais, Mindanao et le royaume de Sulu. Et puis vous avez un royaume qui correspond grosso modo au nord de la péninsule malaise aujourd'hui et au sud de la Thaïlande, qui était le sultanat de Patani. Voilà. Donc pratiquement toute la zone était couverte par des sultanats musulmans. Donc ça voilà pour le point d'histoire. Alors je vais faire un grand saut rapide pendant la période coloniale, hein, pour vous expliquer ce qui se passe pendant cette période-là, parce que l'islam naturellement n'a pas disparu. Il se passe un double mouvement pendant la période de la colonisation. Alors il y a une première colonisation de l'Asie du Sud-Est qui se fait par les Portugais, hein. Le sultanat de Malacca est conquis par les Portugais au début du XVIe siècle. Ensuite il y a une présence hollandaise qui va rester et demeurer en Indonésie. Et puis on a ensuite les Britanniques qui, à partir de la fin du XIXe siècle, colonisent dans un système un peu particulier au départ ce qui est aujourd'hui la Malaisie. Alors pendant la colonisation, il se passe un double mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure, les conversions se font des ports, hein, des populations qui vivent près des côtes vers l'hinterland. Et pour prendre le cas de la Malaisie, les Britanniques ont eu un modèle de colonisation, je vous disais, qui a été un petit peu particulier. C'est que ce qui intéressait les Britanniques dans la colonisation des États malais, c'était l'utilisation des ressources naturelles pour à la fois soutenir l'effort productif et l'essor de la Grande-Bretagne, et puis le commerce de marchandises et de bois précieux, d'étain et de toutes les ressources dont regorge toujours l'Asie du Sud-Est. Donc ils ont un mode de colonisation qui n'est pas une colonie de peuplement au départ, mais avec un système qu'on appelle le système du conseiller résident. C'est-à-dire qu'au départ, ils installent un conseiller résident auprès du sultan pour pouvoir s'arroger quelques avantages sur le plan économique, pour pouvoir utiliser en gros les ressources naturelles. Alors ça commence tout doucement, hein. Pour vous raconter l'anecdote, les Britanniques en Asie du Sud-Est, au départ, ils négocient avec le sultan, avec un des sultans de Malaisie, de pouvoir de s'arroger l'île de Penang. Alors le sultan en fait est très content pour être tranquille et éviter de se fâcher avec les Britanniques.
il crée un deal avec eux, et il leur laisse l'utilisation de l'île de Penang, alors qui est pour les Britanniques un endroit stratégique pour créer un comptoir de commerce, puisque au début c'est au nord du détroit de Malacca, et donc c'est un point stratégique de passage, à la fois pour contrôler le commerce dans la zone, mais c'est un point stratégique pour installer un comptoir de commerce. Alors pourquoi le sultan en fait se débarrasse assez facilement de cette île, et en gros pour avoir la paix avec les Britanniques au départ? Parce que cette île est totalement impénétrable. Elle n'est habitée que par des pirates, parce que la nature est particulièrement hostile, et en fait personne ne s'y est installé hormis des pirates. Et en gros, stratégiquement pour le sultan, cette île n'est pas très utile. Lui, il ne voit pas l'utilité stratégique d'avoir cette île. Et les Britanniques se rendent compte bien vite qu'effectivement c'est un cadeau empoisonné, puisque cette île elle est vraiment très hostile aux hommes. Et donc ils font venir des populations d'Inde, et pour les aider à défricher plus facilement l'île et pour pouvoir construire un fort, et puis ensuite, parce que c'est ce que Penang deviendra un comptoir commercial, tirent au canon des pièces d'or pour que les populations qui ont été amenées là pour défricher soient plus volontaires pour pouvoir pénétrer la jungle. Donc tout le monde décime très vite de maladies. Mais il y a un premier mouvement de défrichement qui se met en place, et les Britanniques construisent un fort assez vite. De la même manière, ils s'installent sur des terres marécageuses qu'un autre sultan leur laisse utiliser, qui est devenu aujourd'hui Singapour. À l'origine, c'est aussi un repère de pirates très hostile à la vie humaine, et pareil, les Britanniques installent d'abord un petit comptoir et conquièrent doucement cette terre qui était une terre où vivait peu de monde et qui était relativement hostile. Voilà. Donc les Britanniques s'installent d'abord comme ça, et puis ils installent petit à petit des conseillers résidents auprès des sultans, avec un mode du coup pour avoir la paix avec les sultans et pouvoir exploiter tranquillement les ressources, décident d'évincer ou de laisser de côté dans le développement de l'économie coloniale les populations malaises et donc les populations musulmanes. Et pour travailler au développement de l'économie coloniale, font venir des migrants de Chine et d'Inde pour développer ce qui va devenir les deux ressorts de développement de la Malaisie coloniale, l'exploitation de l'étain. Donc là c'est plutôt les travailleurs chinois qui travaillent dans les mines et qui construisent les premières villes, les premiers centres-villes tels qu'on les connaît aujourd'hui en Malaisie, et les populations indiennes pour travailler dans ce qui va être le deuxième pan de l'économie coloniale, c'est-à-dire les plantations. Et donc on a toute une économie coloniale comme ça progressivement qui se met en place. Les Britanniques au fur et à mesure colonisent de plus en plus, les sultans ont de moins en moins de marge de manœuvre, mais c'est une colonisation qui se fait au début sans le dire. Avec ce système du conseiller résident qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de la cour du sultan, qui décide de plus en plus de domaines très progressivement. Et puis je vous embête pas trop avec les détails, mais ça se fait par un mouvement d'abord sur les sultanats qui sont sur la côte ouest de la péninsule malaise, c'est-à-dire qui bordent le détroit de Malacca, et puis progressivement vers les États plus ruraux qui sont à l'est de la péninsule malaise. Ce qui fait qu'en gros, les sultans se retrouvent progressivement à être réduits à la gestion réellement directe de deux choses, c'est-à-dire s'occuper des populations malaises, des populations locales qui restent des populations qui continuent essentiellement à vivre de culture de subsistance et de l'économie en gros traditionnelle. Il y a toute une économie coloniale moderne qui se développe, mais sans eux, à l'aide de migrants chinois et indiens, avec le développement urbain des villes qui sont sur la côte ouest. Et donc les sultans, il leur reste, en termes de pouvoir traditionnel, l'islam et les coutumes malaises. Et donc là, il va y avoir un premier mouvement de renforcement de l'islam qui va correspondre à un mouvement qu'on a vu ailleurs dans le monde musulman, que vous connaissez peut-être, qui était un premier mouvement de ce qu'on appelle en anglais Islamic Revival, qui va avoir lieu dans les années 20 et les années 30. En français, on parle de mouvement réformiste. Premier mouvement réformiste de l'islam qui touche aussi du coup l'Asie du Sud-Est, où on a, avec le développement de l'enseignement vernaculaire, avec le développement de la scolarisation, l'apparition de nouvelles élites scolarisées
très croyante, qui utilise l'islam comme un vecteur de revendication à la fois nationaliste, mais avec un discours anticolonialiste. Alors ce mouvement, il existe en Malaisie. On dirait aujourd'hui que ce sont des mouvements plutôt à gauche, avec un discours qui va être un discours anticolonial et qu'on va retrouver jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, avec parfois des alliages de groupes très restreints qui vont à la fois être des groupes ultranationalistes, parfois violents, dont certains ont par exemple participé à la collaboration avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la fois qui ont un discours réformiste sur l'islam, qui veulent utiliser l'islam pour un mouvement de régénération de la société et d'indépendance vis-à-vis des colonisateurs. Donc c'est teinté de nationalisme, on dirait aujourd'hui de tiers-mondisme, voilà, avec un discours un peu comme ça. Et puis j'y ai fait référence, avec le développement de l'enseignement vernaculaire, on a une diffusion de la foi qui se fait alors dans des petites écoles, dans le monde malais on appelle ça les sekolah pondok, c'est des petites... allez, je vais tenter une comparaison qui n'est pas très heureuse, mais c'est un peu comme l'équivalent du catéchisme. Voilà, bon. Donc on appelle ça sekolah pondok, parce que pondok ça veut dire une hutte, donc en Asie du Sud-Est vous voyez bien à quoi ça peut ressembler, et donc dans les villages on avait des imams qui du coup de plus en plus apprennent aux enfants, en même temps parfois c'est même lié à de l'enseignement, c'est via l'apprentissage de l'islam on apprend aussi des choses à lire, un peu à écrire. Il y a des classes d'après-midi comme ça où l'imam, autour de quelques enfants qui sont assis en cercle autour de lui, leur apprend à lire le Coran, leur apprend à réciter le Coran et diffuse un peu de théologie. On a aussi dans les années 20-30 la création des premières madrasas, des premières vraies écoles islamiques, avec des oulamas d'Asie du Sud-Est qui sont allés faire des études dans des grandes madrasas, notamment en Inde et dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Et puis à l'inverse, on a la migration d'oulamas venus du Moyen-Orient et du monde indien qui s'installent en Asie du Sud-Est et qui fondent aussi des écoles avec l'aide des autorités locales, des écoles religieuses. Donc ça permet aussi un mouvement du coup, de progression de la foi de manière un peu plus, comment on va dire, un peu plus normée. Parce que ce qui se faisait de manière très traditionnelle avant. L'islam commence à devenir du coup progressivement, je dis bien très progressivement, débarrassé de son substrat syncrétique. Les croyances locales, mystiques, sur la force de l'arbre, la force de la mer, il y a des tas de choses comme ça, commencent petit à petit, et je dis bien, j'insiste vraiment, parce que petit à petit, l'islam commence à se débarrasser ou à évincer progressivement ces substrats, à la fois hérités des périodes précédentes, des périodes hindouistes ou bouddhistes, et puis des croyances animistes qui étaient très présentes aussi dans la région. Mais on est quand même à cette époque-là, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, dans une pratique de l'islam qui reste quand même très très syncrétique. Et très lié au mode de vie traditionnel de la population. Mais avec une frange, notamment chez les franges les plus éduquées, où l'islam commence à avoir un discours vecteur de nationalisme, vecteur de valeurs anticolonialistes et vecteur de réforme. Donc un islam, on pourrait le dire en simplifiant, un peu plus idéologisé. En fait. Et puis c'est là, après la Seconde Guerre mondiale, on a un premier dans la région, alors c'est à peu près la même chose dans toute la région jusqu'à cette époque-là. Et on a, enfin grosso modo. Et puis on a à partir de la Seconde Guerre mondiale un vrai tournant qui explique aujourd'hui les trajectoires différentes qu'ont pris les pays d'Asie du Sud-Est vis-à-vis de leur pratique de l'islam. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le panorama, la géographie politique de l'Asie du Sud-Est change. Et les trajectoires des différents pays vont prendre des chemins un peu différents. Alors, pour refaire un point, notamment pour nos amis lycéens, les Philippines, donc ils sont parce que je disais, il y a une minorité, je vais commencer par le plus à l'est. Donc les Philippines, pendant la Seconde Guerre mondiale, passent sous le giron américain, mais qui très vite, parce que les États-Unis ne sont pas un pays colonisateur. Dès 1946, les Philippines deviennent indépendants. Et il y a
mais dans une géographie qui ne reprend pas les anciennes frontières d'avant la colonisation. Donc en fait, ce qu'on appelait avant les sultanats de Mindanao et de Sulu sont séparés. La partie qui est sur Bornéo appartient toujours aux Britanniques après la Seconde Guerre mondiale, sous la forme d'un protectorat. Et les parties nord, en fait, les îles de Sulu et de Mindanao en elles-mêmes, sont ramenées dans le giron des frontières que sont les Philippines aujourd'hui. S'agissant de la Thaïlande officiellement a été le seul pays de la région à ne pas être colonisé, même si les choses sont un peu plus complexes. Ils étaient des alliés, des marionnettes, diront certains, des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les accords au moment de la colonisation font que le sultanat de Patani, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est coupé en deux. Et toute la partie nord du sultanat de Patani correspond aujourd'hui aux provinces sud de la Thaïlande et sont définitivement adossés à l'ensemble thaï. Donc on a des populations malaises musulmanes au sud des Philippines et au sud de la Thaïlande, dans ces deux États qui deviennent indépendants. S'agissant de l'Indonésie, il y a une guerre de décolonisation avec les Hollandais qui prend fin en 1949. Les choses commencent à vraiment se pacifier et se régler en 1949-1950. Et donc on a la création d'un État que vous connaissez aujourd'hui, énorme en termes de frontières, où il n'y a plus de royauté, qui devient un régime non... enfin, qui n'est plus un royaume, qui est une république, voilà, je cherchais le nom, pardon. Qui devient une république. Il faut chercher beaucoup. Voilà, c'est ça, il faut chercher. C'est vrai qu'on utilise très peu ce mot, donc voilà. Qui devient une république où du coup il n'y a plus de commandeur des croyants. Et on a un État qui au départ se crée comme un État qui ne reconnaît pas de religion officielle. Je vous reparlerai après de ce qui s'est passé en Indonésie. Mais on a donc ce tableau, une république qui ne reconnaît pas de religion officielle. Et puis on a du côté l'autre ensemble, l'ensemble des États malais, qui restent après la Seconde Guerre mondiale, qui restent sous tutelle britannique, mais avec des statuts un petit peu différents. Alors on a un premier mouvement d'indépendance qui se passe en 1957. Il n'y a pas eu de guerre d'indépendance au niveau de la Malaisie, mais il y a eu un mouvement qui s'est fait en 2 temps. En 1957, les Britanniques négocient avec les élites locales une indépendance qui est négociée, où les sultans restent dans les États où il restait des sultans, restent au pouvoir, et on crée une fédération, alors qui s'est d'abord appelée la fédération de Malaya, et qui regroupait en gros tous les sultanats et les possessions britanniques du côté péninsule malaise, à l'exception de Singapour, qui restait en 1957 un protectorat britannique. Et puis les États au nord de Bornéo, Bornéo était séparé en deux. Le premier tiers nord, c'était des protectorats britanniques, et le tiers sud est rattaché à l'Indonésie, puisqu'il était des territoires qui faisaient partie du territoire colonisé par les Hollandais. Donc il y a un premier mouvement en 1957, la fédération de Malaya devient indépendante, donc la partie péninsulaire à l'exception de Singapour. Et les Britanniques gardent plusieurs protectorats au nord de Bornéo et Singapour. Et puis en 1963, les Britanniques organisent avec les élites locales des référendums pour savoir si les élites locales et les populations locales veulent leur rattachement à l'ensemble de la Malaya. Singapour accepte, l'État du Sarawak et du Sabah au nord de Bornéo accepte, mais le sultan du Brunei, au départ est d'accord et après il refuse de rentrer dans la fédération, ce qui explique pourquoi Brunei est toujours un sultanat indépendant aujourd'hui, enfin un confetti, c'est tout petit, Brunei, au nord de Bornéo. Et on a donc en 1963 la création de la fédération de Malaisie. On a modifié un peu de Malaya à Malaisie pour signifier l'entrée dans la fédération de populations qui n'étaient pas à majorité musulmane. On a un peu changé dans le vocabulaire la traduction de cette entrée de population un peu différente. Et puis en 1965, on a l'épisode suivant qui sera la dernière date de modification géographique, en fait, de la géographie politique de la zone. C'est l'expulsion de Singapour de la Fédération de Malaisie, puisqu'entre 1963 et 1965,
on a eu une montée très forte des tensions entre Singapour et le reste des États de la Fédération, et notamment des Malais de la Fédération, puisque Singapour était déjà à majorité chinoise au moment du rattachement. Je ne sais plus pas tout le processus, mais il y a un processus d'éloignement et d'incompatibilité politique entre les deux, et pour éviter à la fois la guerre civile, des tensions très fortes, les dirigeants malais prennent l'initiative d'expulser Singapour pour préserver la stabilité de l'ensemble de l'ensemble. Donc Singapour devient un pays indépendant en 1965. Voilà, donc on a ce tableau différent, donc des minorités musulmanes dans l'ensemble thaïlandais et dans l'ensemble philippin, une république qui ne reconnaît pas de religion officielle sur toute la partie indonésienne, le sultanat de Brunei qui reste un sultanat au sens premier du terme, alors monarchie parlementaire on dirait, mais c'est un sultanat, c'est toujours une autocratie, Brunei, donc avec le sultan qui a des vrais pouvoirs exécutifs, parlementaires, enfin, tout ce que vous voulez, qui est vraiment un sultan régnant. Et puis la Malaisie, qui est une fédération d'États, alors avec des États où il y a un gouverneur, et 9 États où il reste un sultan régnant, avec une petite particularité, c'est que la Malaisie a un système constitutionnel et institutionnel un peu particulier, c'est que il y avait toujours 9 sultans régnants, 9 sultanats où il y avait toujours une famille régnante. Donc ils ont trouvé un système, parce que qui allait devenir roi et qui allait rester uniquement le souverain de son État fédéré. Ils ont trouvé un système avec une monarchie tournante. Donc les 9 sultans, tous les 5 ans, se passent à tour de rôle le titre de roi et de vice-roi. Voilà, enfin ça tourne, tous les 5 ans. Donc on a à la fois un État fédéral, mais qui est une monarchie. Ce qui, sur le plan, pour les gens qui font un peu de droit constitutionnel, est toujours quelque chose de surprenant. Avec un statut de l'islam qui est un peu différent de tous les autres pays de la zone, c'est qu'en Malaisie, comme Brunei, l'islam est religion d'État, et la seule religion d'État, largement financée. D'ailleurs, dans la Constitution, on a une définition de la population majoritaire, donc que sont les Malais, et en fait, dans la définition constitutionnelle de ce que c'est un Malais, il y a trois critères pour être malais. Il faut parler le malais. Il faut respecter ce qu'on appelle l'adat Melayu, les coutumes malaises, la loi traditionnelle malaise. En gros, c'est respecter l'autorité, reconnaître l'autorité du sultan et se reconnaître dans les coutumes malaises et être musulman. Ce qui fait qu'en Malaisie, la définition de l'appartenance à la communauté malaise est liée au fait d'être musulman. On va maintenant en Malaisie, non ? Non, pas forcément. S'il y a un des deux parents qui est malais, on va rentrer dans une question particulière, mais le code de la nation, la Malaisie étant un pays multicommunautaire, tout ce qui touche à la définition de rentrer dans une ou une autre communauté est très très politique. Et en fait, artificiellement, pour augmenter le nombre de Malais par rapport aux minorités chinoises et indiennes qui sont très très importantes, pour des raisons de nationalisme très, très basiques, il y a une définition relativement plastique de la manière de définir et d'identifier un Malais. Par exemple, les enfants, au regard de la loi malaisienne, les enfants issus de couples mixtes entre un musulman et un non-musulman sont automatiquement considérés comme des Malais. Pour artificiellement augmenter le nombre et de musulmans et de Malais. Donc par exemple, juste pour vous donner un exemple, il y a une association qui est très, très importante et une association très intéressante à étudier, qui est l'association des Chinois musulmans de Malaisie. Ils sont intéressants, cette population-là, parce qu'ils sont la minorité religieuse dans leur groupe ethno-linguistique. Donc à l'intérieur des populations chinoises, les Chinois musulmans sont ultra minoritaires, et ils sont la minorité ethno-linguistique dans la majorité religieuse. Donc ils sont vraiment au carrefour de quelque chose de très très singulier dans cet ensemble mosaïque qu'est la Malaisie. Et l'association des Chinois musulmans de Malaisie passe son temps à se plaindre du fait que les enfants issus des couples mixtes, qui parfois sont élevés dans un environnement culturel totalement chinois, sont considérés au regard de la loi sur leur papier comme des Malais, parce qu'il y a un de leurs parents qui est malais et que la comptabilité nationale leur assigne systématiquement cette identité de malais, alors même que
je vous dis, ils sont élevés dans un environnement qui est plutôt culturellement chinois et que eux parfois se pensent plus comme des Chinois que comme des Malais. Mais ces questions-là, on pourra y revenir parce que c'est très très compliqué en termes de projection et de représentation. L'Asie du Sud-Est, pour ça, est aussi un formidable laboratoire, particulièrement pour des Français qui pensent le rapport à l'État-nation et à la citoyenneté de manière très particulière. C'est difficile, particulièrement pour des Français, de se projeter ce que peuvent être les représentations de l'appartenance identitaire et communautaire dans ces régions qui sont des mosaïques de mélange de populations. Donc, ils n'ont pas du tout la même manière, en termes de cosmologie, de se représenter leur appartenance à un groupe ou à un autre. Voilà, on en était à 45. Bon, sur cette géographie, donc je redis brièvement. Brunei, qui est un sultanat avec un sultan régnant. Des minorités aux Philippines et en Thaïlande. L'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman en termes de population, qui est une république qui ne reconnaît pas de religion d'État. Et la Malaisie, qui est une fédération, une monarchie fédérale, où l'islam est inscrit dans la Constitution comme religion d'État. Donc on a à partir de ce moment-là vraiment des pays et des situations par rapport à l'islam qui vont prendre des trajectoires très différentes. Alors je peux vous dire rapidement quelques mots de chacune des situations, de comment l'islam a évolué, et puis après je pense que je vais arriver très vite à mon temps de parole, donc je pense que ça sera intéressant de creuser en fonction de vos questions. Alors, je vais commencer par Brunei, puisque c'est le plus simple. Donc on a un sultan régnant, donc avec officiellement une monarchie parlementaire, mais le sultan est commandeur des croyants. La population à Brunei est très majoritairement musulmane. L'islam donc est à la fois un élément vecteur totalement traditionnel dans la manière d'organiser le corps social. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, le sultan a décidé de compléter l'application de la charia qui était en vigueur, comme en Malaisie, sur le plan des affaires civiles, pour compléter avec ce qu'on appelle le hudud, le code pénal islamique. Donc on a, l'islam est enseigné dans les écoles publiques, les musulmans ne peuvent pas changer de religion, donc l'apostasie est officiellement interdite. Voilà, donc on est vraiment dans un exemple, mais micro-exemple très particulier d'un sultanat finalement relativement très classique, avec des lois sécularisées pour ce qui concerne le domaine du commerce, ce genre de choses, mais sur le reste, la régulation des affaires civiles traditionnelles, la régulation d'un certain nombre de pans de la loi qui se fait liée à la manière dont est appliqué l'islam dans ce pays, avec un sultan qui est commandeur des croyants. Les minorités aux Philippines et en Thaïlande, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que depuis les années 60-70, il y a de manière récurrente des problèmes où ces populations sont des minorités et ont eu des velléités soit d'autonomie ou d'indépendance, dans le cadre d'un schéma assez classique de lutte entre une périphérie et un centre avec des pratiques d'abus de pouvoir. Donc s'agissant des Philippines, l'organisation d'une politique de transmigration interne forcée. Donc on a organisé en interne le déplacement de populations catholiques dans les territoires musulmans pour faire baisser les ratios de population musulmane, bouleverser les équilibres locaux pour récupérer davantage toujours pour les mêmes histoires, domination, pouvoir, d'autant qu'au sud des Philippines, ce sont des régions qui sont extrêmement riches en ressources naturelles, et que le début du conflit, c'est un mouvement nationaliste qui réclamait de pouvoir utiliser davantage, ils se sont spoliés par l'État central. Et à l'origine, ça commence par un mouvement nationaliste qui revendique plus d'autonomie et de pouvoir avoir une place, la liberté totale de pratiques religieuses, la possibilité de pratiquer la langue à l'école, voilà, ce genre de choses. Aux Philippines, en Thaïlande, pour des raisons un petit peu différentes, parce que le conflit est un peu moins ancien que celui des Philippines, on est dans la même chose, conflit entre un centre et une périphérie.
En Thaïlande, c'est un peu le cas aux Philippines, mais en Thaïlande, on est aussi dans des choses très complexes de rivalité interne à l'appareil d'État, entre la police et l'armée, puisque cette zone-là est une zone frontalière qui donne lieu à des tas de trafics entre la partie malaisienne et la partie thaï, puisque les populations ont souvent de la famille de part et d'autre de la rivière qui sert de frontière naturelle. Ce sont les mêmes de part et d'autre de la rivière. Et donc il y a toute une économie transfrontalière illégale qui s'est développée depuis très longtemps. Et c'est aussi une source de captation des ressources locales, d'utilisation et de mainmise du pouvoir. Et il y a eu des rivalités à l'intérieur de l'ensemble thaï entre l'armée et la police pour pouvoir contrôler cette zone, avec tout un jeu autour du déclenchement de l'état d'urgence, des instrumentalisations des groupes locaux par l'une ou l'autre des factions. Donc on aide certains groupes musulmans à s'armer, comme ça il crée des incidents et ça permet à l'armée de pouvoir justifier, ou au pouvoir central de pouvoir déclencher l'état d'urgence et donc de pouvoir créer une zone de non-droit où la nomenclatura locale peut prélever des tas de ressources sur les trafics et sur tout ce qui est toute l'organisation mafieuse qu'il y a dans ces zones-là. Aux Philippines, on n'est pas loin d'avoir un truc comme ça. Parce que l'armée avait tout intérêt, l'armée philippine avait tout intérêt aussi à maintenir un état d'urgence pendant très longtemps sur cette zone-là, pareil pour pouvoir prélever facilement les ressources, justifier des activités, du pouvoir, parce que pour les États, pour tous ces régimes un peu militaires, quand vous maintenez une zone de tension à l'intérieur de l'État, ça justifie pour vous, au niveau de la gouvernance politique, d'avoir des crédits et de pouvoir, vis-à-vis de votre population non musulmane, pouvoir dire que vous êtes en lutte pour l'intégrité du pays, pour la sauvegarde de la nation, et donc ça vous donne un blanc-seing pour des tas d'activités, entre autres mafieuses, en conservant un soutien populaire important, quoi. Donc, voilà. Je schématise à l'extrême, mais c'est un peu ça. Et puis par-dessus, vous avez eu plus récemment, dans ces groupes-là, des instrumentalisations internationales aussi. Aux Philippines, par exemple, la Libye de Kadhafi a parfois joué un rôle important de financeur des groupes locaux. Vous avez la carte Al-Qaïda qui, après le 11 septembre, a aussi été mobilisée dans la région avec des groupes locaux qui se revendiquaient comme des filiales ou des groupes affiliés à Al-Qaïda pour pouvoir donner du sens à leur lutte. Mais on est plutôt dans des luttes très classiques de centre-périphérie, avec des histoires très complexes d'incursion et de cohérence des minorités dans des ensembles politiques qui ne sont pas des ensembles démocratiques, avec des pratiques mafieuses, de spoliation, de frontières entre intérêt public et privé pas très claires, et de soumission de population en les empêchant de pratiquer leur religion tranquillement, leur langue. Voilà. Donc on est dans des cas, dans des situations un peu comme ça. Aux Philippines, ça s'est un peu pacifié, puisqu'il y a quand même eu un mouvement de réforme donc il y a un des groupes historiques qui luttait pour l'autonomie et l'indépendance qui joue le jeu de la normalisation politique, donc qui a été associé au pouvoir avec un statut d'autonomie un peu élargi à Mindanao. Et puis en plus la politique de migration massive de population catholique dans ces endroits ont beaucoup modifié les équilibres et les rapports de force internes. Donc disons qu'au sud des Philippines les choses se sont un peu calmées. Et puis les Américains ont joué les juges de paix, puisqu'aujourd'hui les grandes sociétés américaines sont celles qui exploitent et qui le plus les ressources naturelles dans cette zone-là. Et ils se sont arrangés avec des sociétés de sécurité privée de pacifier en faisant un peu comment on appelle ça, d'œuvres socio-éducatives, et puis en tapant un peu sur les doigts de l'État philippin pour arrêter certaines pratiques un peu extrêmes. Donc aux Philippines, les choses se sont relativement calmées, même si pour la situation des populations et toujours les populations musulmanes sur place est parfois toujours un petit peu compliquée sur le plan du développement socio-éducatif. Du côté thaïlandais, après des résurgences récurrentes jusqu'à encore assez récemment, là, les choses se sont un peu calmées également. Il faut dire que les instrumentalisations de part et d'autre, aussi du côté malaisien, ont commencé à... Parce que pendant un moment, la Malaisie a beaucoup aidé par solidarité avec les solidarités musulmanes, mais aussi parce que ça arrangeait beaucoup la Malaisie d'alimenter des tensions dans ses deux voisins.
pour des raisons géopolitiques bien comprises. Là, du coup, la Malaisie jouant la carte de la légitimité avec les autorités thaï et pareil avec les autorités philippines, parce qu'il y a un rapprochement un peu plus important dans le cadre des progrès de l'ASEAN des dernières années. Disons que les choses se sont un peu calmées. Les groupes malaisiens, s'agissant de ce qui se passe au sud de la Thaïlande, bon, il y a toujours autant de trafic et d'échanges, mais il y a moins d'instrumentalisation politique que ce qu'il ne pouvait y avoir encore il y a quelques années, donc les choses se sont un tout petit peu calmées dans ces eaux-là. En Indonésie, avant de terminer par la Malaisie, en Indonésie, pendant très longtemps, on a eu d'abord une première situation avec Sukarno qui a dirigé le pays jusqu'en 1965, héros de l'indépendance contre les Hollandais, et qui avait essayé d'installer un système qui permettait de faire gouverner ensemble toutes les tendances de la population, ce qu'on appelle le gouvernement du Nasakom, les nationalistes, les communistes et les musulmans modérés, dans un espèce de gouvernement, une philosophie du syncrétisme politique qui associe un peu tout le monde, ce qu'on appellerait nous chez nous un peu un gouvernement d'union nationale. Le problème, c'est qu'on est en pleine guerre froide et que les vicissitudes dans la région, Sukarno avait tendance de plus en plus à être ouvert à des discours tiers-mondistes, et les communistes dans son entourage ont eu tendance, enfin en tout cas les mouvements de gauche avaient tendance à prendre de plus en plus de place, et avec plus ou moins, c'est compliqué, mais plus ou moins l'aide ou l'assentiment en tout cas des États-Unis. Sukarno a été renversé par un coup d'État en 1965 par le général Suharto, qui a installé un régime qu'on a appelé l'ordre nouveau, qui est un régime ultra-conservateur, libéral sur le plan économique, allié des États-Unis, une dictature un peu de fer en Indonésie jusqu'en 1998. Où l'islam a été ramené au rang de pratiques religieuses un peu traditionnelles, mais avec une condamnation des mouvements qui pouvaient apparaître comme des mouvements sortant de la ligne, et puis en tout cas pas du tout un encouragement des autorités à développer des choses sur le plan religieux. Alors, il y avait des différences, notamment au Sumatra, qui a toujours été pratiqué un islam beaucoup plus orthodoxe que ce qui se faisait à Java, mais on avait, disons, en Indonésie, la pratique d'un islam très syncrétique, hormis à quelques endroits, et qui n'était pas utilisé, en tout cas officiellement, comme un vecteur politique, avec un État qui avait plutôt, s'agissant de la gouvernance de l'ordre nouveau, c'est un régime militaire, donc pas très ouvert du coup à mobiliser la carte religieuse comme vecteur de mobilisation politique. Alors après 1998, ça a un peu changé, parce que la chute du général Suharto a ouvert un mouvement de libération de tous les groupes qui avaient été un peu opprimés, et notamment ça a libéré tout un mouvement de résurgence islamique dans le pays. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce qu'au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, pour mes collègues et moi qui travaillons sur l'Asie du Sud-Est, ça a été une grande, alors à la fois pas une surprise, mais un grand étonnement que les médias ne s'emparent pas davantage de l'exemple de l'exemple indonésien, puisqu'on était dans une configuration qui était relativement similaire. On a eu alors là c'est pas un printemps arabe, mais on avait eu 10 ans avant, en 1990, plus de 10 ans avant, en 1998, un printemps musulman en Indonésie, puisque sur les modalités et sur l'état des lieux de la configuration dans lequel avait eu lieu ce printemps musulman de Jakarta en 1998, on était pratiquement dans la même configuration que ce qui s'est passé dans le cadre des printemps arabes. Et plutôt que de raconter beaucoup de bêtises dans les médias à cette époque-là, on aurait pu regarder ce qui s'était passé ensuite en Indonésie pour essayer d'en tirer des enseignements et prendre un peu de recul sur l'analyse qu'on a pu avoir à cette époque-là. On avait un recul historique de 10 ans sur une situation similaire dans un pays à majorité musulmane. Pour le dire très vite, ce qui a provoqué la chute de l'ordre nouveau et de Suharto,
on pensait que c'était un régime vraiment très solide, hein, un peu comme le régime de Moubarak ou le régime tunisien. C'est le social finalement qui s'est vengé du politique. C'est pour des raisons avant tout sociales et économiques que ces régimes ont sombré. Pour une raison très simple, c'est que c'était des régimes qui avaient quand même privilégié une forme de développement économique et qui avaient favorisé l'émergence d'une classe moyenne éduquée. Mais le système dans ces pays-là était devenu tellement oligarchique qu'il avait fait naître des aspirations en termes d'élévation dans l'échelle sociale, d'aspiration à consommer, de développement, qui ne pouvaient pas être satisfaites puisque l'accès aux places importantes était totalement confisqué par l'oligarchie au pouvoir. Et comme en Tunisie, au début à Jakarta, le mouvement qui a précipité la chute de Suharto, c'est d'abord un mouvement de jeunes étudiants, lettrés, urbains. C'est pas du tout... Après, ils ont été rejoints par des gens plus de classe populaire, mais au départ, c'est comme il s'est passé sur la place Tahrir, comme il s'est passé en Tunisie, c'est des jeunes de classe moyenne qui avaient fait des études, qui étaient lettrés, qui avaient des espérances, mais des espérances non assouvies, parce que le système économique sur place ne permettait pas de satisfaire cette élévation du niveau éducatif et notamment universitaire qui avait été promis à ces enfants des classes moyennes. Et on est sur des mouvements qui sont à peu près comparables. Ce qui explique par exemple qu'en Algérie ça n'a pas beaucoup bougé. Parce que la structure sociale et économique en Algérie fait que l'émergence de cette classe moyenne n'a pas vraiment eu lieu. Et on n'est pas dans une structure sociale comme on pouvait l'avoir en Tunisie. Et que du coup le régime a eu beaucoup plus de facilité à maintenir le statu quo et la manière dont la cocotte minute sociale, si vous me passez cette expression, a eu beaucoup plus de facilité à contenir du coup ces velléités qu'en Tunisie où ça y est, cette classe moyenne qui avait des aspirations, qui avait fait des études et qui avait envie de participer à l'effort du développement consumériste qui avait eu lieu, elle n'avait pas encore eu lieu. En Égypte, c'est à peu près pareil. On est sur quelque chose de similaire. Alors, donc, je vous disais, en Indonésie, donc, on a eu un mouvement de libération et donc, qui a donné lieu à un mouvement presque de réislamisation par le bas. Hein. On a vu se diffuser très vite après 1998 l'apparition de groupes un peu extrêmes, de mouvements réformistes, l'ancrage de petits groupes qui professaient le wahhabisme. On a vu se développer des madrassas, des pressions sociales dans certaines parties des villes, où on a vu revenir en masse le port du voile islamique, alors qu'en Indonésie, dans les campagnes et dans beaucoup d'endroits, c'était pas forcément la pratique majoritaire. Des condamnations sociales, sur plein de choses qui jusqu'ici ne posaient pas trop de problèmes. Il y a eu un mouvement de crispation véritablement sur le plan social autour de l'islam, des tensions interethniques également, pratiquées au nom de l'islam, des tensions entre catholiques et musulmans notamment. Donc on a eu une période très complexe. On a eu au pouvoir un président qui venait de la principale confrérie musulmane du pays, donc ils ont eu cette expérience comme en Tunisie, en gros de partis islamico-démocrates, si vous me permettez l'expression, au pouvoir, qui n'a pas forcément bien fonctionné, mais ils ont expérimenté du coup cette modalité de gouvernance. Pour revenir aujourd'hui, dans un cadre qui est devenu aujourd'hui, alors avec plein de limites, je suis d'accord, mais un cadre davantage démocratique. Aujourd'hui, l'Indonésie, il y a une liberté de la presse, les résultats des élections sont totalement respectés, il y a une vie de débat public, démocratique, partisane qui est très forte. Alors il y a toujours un taux de corruption très important, mais disons que le processus démocratique est bien en marche et de nouveau bien ancré en Indonésie. Alors effectivement, il y a eu une réimplication très forte de l'islam dans un certain nombre de lois, dans plein de choses, mais disons qu'en ce moment, c'est en train depuis quelques années, de se tourner vers un mouvement où on retrouve ce que je vais vous expliquer après pour la Malaisie, notamment sur le plan économique, sur le développement du halal business, qui est une manière de faire
un alliage très intéressant sur le plan idéologique entre la modernité capitaliste d'un côté et les valeurs religieuses de l'autre, et qui correspond à un certain nombre d'aspirations des classes moyennes lettrées et notamment urbaines de ce pays, et qu'on retrouve aussi en Malaisie. Mais avec des fractures, hein. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué, bon là on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait passer beaucoup de temps à rentrer dans le détail, parce qu'en termes de segmentation du rapport à la religion, on n'est pas du tout dans des choses homogènes. Je ne pourrais pas vous dire en Indonésie, ça y est, on est dans un modèle, voilà l'archétype du croyant indonésien. Non. Selon les régions, selon l'appartenance sociale, et c'est très très important, selon si c'est des gens plutôt urbains, lettrés, on a une fragmentation très très forte des types de croyants. Alors après, il y a des tendances, hein, il y a des mouvements plus ou moins visibles, plus ou moins... mais c'est des pays qui ont des structurations sociales qui sont très complexes, parce que le développement s'est beaucoup accéléré sur les 20-30 dernières années. Songez que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une zone du monde qui a connu en aussi peu de temps une accélération et une croissance économique qui a été aussi importante. Et forcément, ça crée des tas de tensions, d'asymétries, de clivages générationnels, où tout ça, du coup, est très très complexe à appréhender. Si vous voulez, j'aime pas trop faire des comparaisons avec des pays européens, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, mais en gros, en termes de développement, la France a mis 150 ans pour faire le même parcours de développement que ce qu'un pays comme la Malaisie a fait en moins de 30 ans, quoi. Bon, donc on est dans des... C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une génération, des gens ont connu des transformations qui sont énormes. Et le social et le politique, naturellement, ne changent pas au même rythme. Donc on a des asymétries entre les temps du politique, si on peut le dire comme ça, qui sont très différentes et qui créent des clivages générationnels, des clivages régionaux, des clivages en termes de structuration sociale qui sont très importants et très profonds, quoi. Voilà. En Malaisie, et puis après je vous donnerai la parole pour faire vite. À partir de 57, 63, donc à partir de la création de la Fédération de Malaisie en 63, l'islam est d'abord utilisé comme un ressort pour la légitimité extérieure du pays. Parce qu'en gros, tous les pays de la région contestent la création de la Malaisie. En gros, pour schématiser, pour les pays de la région, c'est une création de l'impérialisme britannique, pas eu de guerre d'indépendance, une indépendance négociée entre les élites locales et le pouvoir britannique. D'ailleurs, le premier ministre malaisien disait lui-même que sa langue maternelle c'était l'anglais et pas le malais. D'ailleurs, il parlait un malais très standard et pas du tout idiomatique, avec un accent. Toutes les élites malaises la plupart des élites malaises étaient éduquées dans les grandes institutions britanniques. Donc on n'est pas du tout sur un schéma de décolonisation tel qu'on l'a connu dans d'autres pays, avec l'émergence de nouvelles élites qui ont la légitimité héroïque d'avoir combattu contre l'ancien colonisateur pour avoir leur légitimité au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Malaisie, par exemple, le ministre de la... C'est anecdotique, mais c'est un point pour vous faire comprendre. En Malaisie, le ministre de la Défense n'a jamais été un militaire. Ça a toujours été un civil. Parce qu'il n'y avait pas ce prestige de l'armée à avoir combattu contre l'ancien colonisateur. En Malaisie, c'est la police qui a le pouvoir, parce qu'on est dans un État, on est dans une semi-démocratie avec un pouvoir policier qui est très fort, mais c'est pas l'armée qui joue un pouvoir très important, comme ça peut être le cas en Thaïlande, aux Philippines, ou pendant très très longtemps en Indonésie. De la même manière, en Malaisie, dès l'indépendance, le premier poste budgétaire de l'État, et c'est pareil avec Singapour, une exception dans la zone, a toujours été le ministère de l'Éducation. Parce que ces élites qui avaient été formées par les Britanniques avaient l'obsession depuis le début du développement. C'est leur obsession principale, hein, le développement et faire du business. Donc ils avaient bien compris que pour augmenter les potentialités du pays, il fallait miser sur l'éducation. Donc contrairement aux autres pays de la région où c'est l'armée et les forces de sécurité qui avaient le premier poste et de loin de dépenses budgétaires, en Malaisie, dès l'indépendance, c'est le budget de l'éducation qui a eu avec des taux aujourd'hui de scolarisation et d'alphabétisation qui sont du coup très très élevés. Mais je vous dis, la Malaisie nouvellement indépendante joue quand même la carte de l'islam sur le plan extérieur, parce que contesté par tous les pays de la zone, le gouvernement malaisien va jouer de son identité islamique auprès des pays du Moyen-Orient
et auprès des pays musulmans africains pour aller chercher en dehors de l'Asie sa légitimité à exister comme pays. D'ailleurs, la Malaisie est acceptée à l'ONU et ensuite élue au milieu des années 60 comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec les voix des pays occidentaux et des pays musulmans. Au départ, on lui conteste, il y a une guerre d'ailleurs qui s'appelle la confrontation, il y a une guerre pendant 2 ans de frontières aux frontières de Bornéo avec l'Indonésie. Alors pas une guerre comme on l'imagine, une guerre de frontières et de position. Mais parce que l'Indonésie de Sukarno conteste le rattachement des États de Bornéo à la Malaisie. Les Philippines veulent récupérer les anciennes possessions du sultanat de Sulu et de Mindanao du côté Bornéo. La Thaïlande, elle se dit pourquoi le sultanat de Patani, puisque nous on a la grosse partie au nord, pourquoi on ne récupérera pas aussi les États du nord de la Malaisie, parce qu'en gros ça faisait historiquement partie de notre territoire. Donc on a des velléités de contestation comme ça de la création de la Malaisie. Donc en fait ils jouent la carte dès l'origine de l'islam et de la solidarité pan-islamique au niveau mondial pour assurer leur légitimité comme internationale, comme pays. Il ne faut pas oublier que Tunku Abdul Rahman, le premier ministre malaisien de l'indépendance, est à l'origine de l'idée de création de l'OCI. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu comment fonctionne l'organisation de la conférence islamique, le premier secrétaire général de l'OCI, ça a été Tunku Abdul Rahman, le premier ministre malaisien. Ce n'était pas un secrétaire général issu du monde arabe. Justement pour lui reconnaître cette légitimité à avoir beaucoup œuvré et travaillé à la création de cette organisation de coopération pan-islamique. Et la Malaisie, historiquement, a toujours joué cette carte de la solidarité et de la coopération pan-islamique. De la même manière, la Malaisie est membre fondateur d'une organisation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le D8, qui se veut le pendant islamique du G8, et qui ne comporte que des pays non arabes, à majorité musulmane non arabe. Donc vous avez l'Indonésie, la Malaisie, vous avez la Turquie qui était à l'origine de la création de l'organisation, le Nigeria, le Bangladesh, et je vous laisse regarder pour les autres. Voilà. Ils sont 8. Voilà. Et puis petit à petit, parce qu'il y a eu ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure de rapports complexes entre les communautés, et notamment entre la minorité chinoise, mais qui représente aujourd'hui un quart de la population quand même, et la majorité malaise, qui représente un peu plus de la moitié de la population. Il y a eu à partir de 1971, parce qu'il y a eu des incidents interethniques entre les Chinois et les Malais en 1969, il y a eu la mise en place d'un système de discrimination positive en faveur, pour faire simple, des Malais et des aborigènes de la partie Bornéo. Et l'islam a été utilisé comme une dynamique, alors d'abord politique, de nationalisme, mais ensuite comme une dynamique socio-culturelle pour unifier et pour renforcer l'hégémonie des Malais à l'intérieur de l'ensemble malaisien. Donc ça commence dans les années 70 et ça s'accélère avec ce qu'on a appelé une politique d'institutionnalisation de l'islam à grande échelle à partir de 1981, où on a dans le sillage de l'Islamic Revival des années 70, une réislamisation très forte du pays à tous les niveaux, visible dans le champ public et qui touche tous les pans de l'organisation sociale et économique du pays. Donc on a renforcé le droit islamique, on a créé des juridictions islamiques, on a islamisé l'enseignement public. Il y a eu énormément d'argent qui ont été distribués aux ONG locales. Les signes visibles de la piété se sont imposés, des prières au début de toutes les manifestations publiques, la mobilisation de l'islam à chaque campagne électorale, comme ressort de mobilisation des populations malaises contre les autres, enfin, pour voter pour le parti au pouvoir. La création d'une université internationale islamique, parce que la Malaisie joue la carte de l'extraversion en voulant former les élites musulmanes de l'ensemble des pays du monde. Voilà, je pourrais développer plein de choses. Mais toujours, et j'insiste et je vais terminer là-dessus, avec toujours cette éthique de ce que j'appelle moi une doctrine de la modernité conservatrice, c'est-à-dire montrer que l'islam est totalement compatible avec le développement économique et technologique tel qu'on l'entend. D'ailleurs, la Malaisie fait partie des pays dans le monde qui ont le plus fait de production pour réfléchir à cette alliance, cette association entre, d'un côté, le développement économique à tout prix et le développement technologique, et de l'autre côté, un encadrement très fort sur le plan social et culturel de la foi. Ça donne, par exemple, des choses, c'est une anecdote que j'aime bien raconter,
En Malaisie, la répudiation est autorisée, puisque la charia est appliquée dans le domaine civil, familial, pour les musulmans uniquement. Mais comme la Malaisie se veut un pays moderne, elle a fait travailler des groupes d'experts pour comment moderniser et faire que la répudiation soit une pratique moderne, adaptable aux nouvelles technologies. Donc il est possible légalement en Malaisie, puisque quand vous répudiez votre femme, il faut lui dire 3 fois devant témoin je te répudie, je te répudie, je te répudie, pour que ça devienne, ça soit entériné. Là, la jurisprudence malaisienne autorise la répudiation par SMS ou par mail pour montrer la compatibilité de la pratique de l'islam avec la modernité technologique. Voilà. Et puis la Malaisie, et ça sera mon dernier point avant de vous passer la parole, la Malaisie a investi de manière pionnière dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique, et est le premier pays au monde pour le développement de la finance islamique. Alors ça a été un long processus, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros entre la fin des années 70 et surtout début des années 80, 82-83, jusqu'à maintenant, où progressivement l'État a installé l'ensemble du cadre juridique, politique, économique pour développer tout un pan de l'économie, de la finance islamique, en autorisant, alors avec des choses ultra sophistiquées sur le plan de la finance. La Malaisie est considérée aujourd'hui comme le pays qui est le plus en avant sur la sophistication des montages financiers qu'il est possible de faire autour de l'islam, a été plusieurs fois très innovante en lançant des produits islamiques qui n'avaient jamais été proposés ailleurs. Elle repousse systématiquement les limites de la sophistication. Elle est aujourd'hui un centre incontournable de la finance islamique, non seulement en termes de flux, mais en termes de production de normes également. D'ailleurs, ces normes, les normes malaisiennes sont reconnues comme un standard, puisqu'il y a un organisme international qui a été créé qui associe des banques centrales de grands pays musulmans, auxquels sont associés le FMI, la Banque mondiale, enfin toutes les grandes institutions, et ce centre en gros qui vise après le 11 septembre, qui a été créé après le 11 septembre pour enlever un peu d'opacité au flux de l'économie islamique, a été installé à Kuala Lumpur, qui a été un signe de reconnaissance en fait des standards et de l'avance qu'avait la Malaisie là-dessus. Et tout ce business de la finance islamique et du halal business, la Malaisie veut s'imposer aussi comme un hub islamique, un hub halal à l'intérieur de l'Asie. Il y a ce même mouvement qu'on peut repérer aussi en Indonésie maintenant. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus. On est, pour ceux qui font un peu de sociologie, on est vraiment, c'est un peu, pour paraphraser Max Weber, éthique islamique et esprit du capitalisme. Voilà, on est vraiment là-dedans. À la fois pour des raisons politiques, mais des raisons économiques aussi bien compris, parce que le business halal est quelque chose de très rentable. Il crée un avantage comparatif dans le commerce mondial, et il permet de canaliser un certain nombre de flux financiers sur des projets, par exemple, qui sont très liés, et vous l'imaginez bien, aux oligarchies au pouvoir, puisque la Malaisie oriente beaucoup des fonds qui transitent par l'économie islamique, des fonds d'investissement, des fonds de capitalisation, sur des projets de développement à l'intérieur du pays. Voilà. C'est devenu aujourd'hui un levier de financement des projets de développement locaux qui est très important. Je crois que j'ai beaucoup débordé, mais je vais m'arrêter là. C'est même impressionnant. Voilà. Et je vais vous laisser la parole pour approfondir les points qui vous intéressent. Oui, merci pour votre exposé. C'est vrai que il y a des choses qu'on ne savait pas. C'est un islam comment dans tous ces pays? Alors, c'est un islam sunnite. En Malaisie, d'ailleurs, le chiisme est considéré comme une déviance par les autorités islamiques fédérales, même si c'est toléré. Hein. Mais il y a très peu de... En Malaisie, en tout cas, ça représente une infime minorité. Et ils ont très bonnes relations avec l'Iran. Donc c'est pas le problème, c'est vraiment pour des raisons intérieures. Tout ce qui s'écarte de la doxa des autorités fait systématiquement l'objet d'un procès en déviance, de coercition. Parce qu'à la fois, s'agissant de la Malaisie, ils ont énormément fait pour l'islam, mais c'est un islam sous contrôle. C'est-à-dire tout ce qui se développe, notamment, il y a un parti islamique d'opposition,
aux autorités. Et tout ce qui a été fait aussi pour l'islam a été une manière pour le parti au pouvoir malais, en termes de politique intérieure, de maintenir son assise pour éviter d'être débordé par le parti islamique. D'ailleurs, avec ce paradoxe que tout ce qui a été fait sur l'islam en Malaisie sur les 30 dernières années est lié au parti au pouvoir et pas au parti islamique. Mais dans cette compétition politique avec le parti islamique pour conserver sous le giron du parti majoritaire cet électorat musulman qui avait, à la suite de l'Islamic Revival, travaillé par les mouvements missionnaires de la fin des années 70, des aspirations et des revendications en termes d'islam, parce qu'en Malaisie, tout ce qui se fait au nom de l'islam permet d'asseoir l'hégémonie des Malais sur l'espace politique. Donc ça a été fait aussi dans cette ligne. C'est pour ça que l'islam, je sais bien que c'est pareil, hein, je vous dis c'est de la simplification parce qu'on pourrait discuter pendant très longtemps, mais l'islam qui est pratiqué en Malaisie est beaucoup plus orthodoxe, beaucoup plus débarrassé de son substrat syncrétique. Il y a des campagnes depuis 20 ans, 30 ans en Malaisie pour systématiquement, alors ça existe encore, hein, ils ne l'ont pas totalement évincé, mais pour renvoyer tout ce qui était le substrat animiste, tout ce qui pouvait venir d'autres d'influences autres, pour le renvoyer vers un domaine folklorique. Les discours officiels ont condamné les Malais qui continuent à croire aux croyances pré-islamiques, qui continuent, voilà. En Indonésie, il y a une plasticité qui est beaucoup plus ouverte par rapport à ça, alors que les autorités malaisiennes, et notamment les autorités islamiques, c'est toujours la même chose, hein. Il y a un peu un effet performatif à l'intérieur, c'est que quand vous institutionnalisez les choses et que vous créez du coup des institutions dont la vocation est de produire de la norme, du coup cette norme, ils trouvent leur légitimité à exister en continuant à produire de la norme. Donc les choses se sont beaucoup rigidifiées en Malaisie. Il y a une sophistication du droit sur le plan, en Malaisie, une sophistication des organisations qui est très importante, quoi. C'est devenu on est vraiment dans de la bureaucratie du salut, quoi, à certains égards. On est vraiment là-dedans, quoi. Alors qu'en Indonésie, les choses sont... même si ça a un peu changé depuis 1998, hein, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, les choses... J'aime pas dire ça, parce que ça... D'ailleurs, je ne vais pas le dire, parce que c'est... mais voilà, c'est un islam qui est beaucoup plus syncrétique. Alors qu'en Malaisie, il y a un côté beaucoup plus orthodoxe sur la manière dont il est pratiqué, professé, organisé. Ça reste plus traditionnel dans la manière dont il s'insère en Indonésie, quoi. Voilà. Alors qu'en Malaisie, l'islam a un vrai rôle en termes sur le plan juridique, sur le plan politique, donc les choses sont beaucoup plus normées, quoi. Voilà. Et la pratique d'ailleurs est beaucoup plus uniforme et homogène en Malaisie qu'elle ne peut l'être en Indonésie. Où selon les régions, il y a parfois un peu des différences. En Malaisie, les différences sont moins marquées entre les régions, quoi, en termes de pratique et de visibilité dans l'espace public de l'islam. D'autres questions? Moi, je vais poser une question sur l'influence en fait de l'Arabie Saoudite et des États du Golfe en Malaisie, notamment par rapport à un scandale financier qu'il y a eu l'année dernière, je crois, où il y a eu des manifestations monstres à Kuala, à la suite de corruption, je crois, d'un ministre. Du Premier ministre. Voilà. C'est le plus grand scandale financier de l'histoire de la Malaisie. Pour faire très simple, parce que c'est une histoire qui est compliquée. Le Premier ministre actuel, chaque Premier ministre essaye de mettre un peu sa marque. Le Premier ministre actuel a lancé un grand mouvement qui est censé être la politique cadre et un peu significative de son mandat. Il est devenu Premier ministre en 2009, hein, officiellement, en avril 2009. C'est un truc qui s'appelle OneMDB. OneMDB, c'est le sigle. En gros, c'est une politique qui vise à réduire les... on a beaucoup reproché au système de discrimination positive en faveur des Malais, dont je vous ai parlé, d'avoir créé de très grosses différences entre le... Bon, c'est un peu le mouvement inverse, de recréer un truc, on l'appelle souvent First Malaysia. Il y a une seule Malaisie. Voilà. Essayer de recréer une politique cadre globale qui touche toutes les politiques publiques du pays pour réduire les inégalités, continuer à réduire les inégalités, notamment pour les plus pauvres, mais réduire les inégalités également entre les différentes communautés. Donc c'est un programme qui ne s'adresse pas uniquement aux Malais, mais du coup à tous.
avec tous des discours, de la symbolique autour de « on est une nation », et voilà. Ce projet global, hein, c'est vraiment un projet, c'est une politique, on appellera nous ici une politique cadre. Hein, voilà, c'est ce qui entoure, ça touche toutes les politiques publiques. Donc il y a des déclinaisons de OneMDB dans First Malaysia, dans l'ensemble des politiques publiques et tous les secteurs ministériels. Ce programme cadre a un fonds énorme d'investissement, le dit fonds OneMDB, qui fonctionne comme un fonds de pension pour aider des projets de développement et tout ça. Et il y a eu, pour faire simple, des opérations financières, de rachat, de revente avec des plus-values. Et ce fonds qui a perdu énormément d'argent, il y a eu une évaporation énorme entre toutes ces manipulations de systèmes où un organisme public vendait un bout de terre, et puis ce bout de terre était racheté par une autre société, et cette société-là, elle a été rachetée par OneMDB pour investir, avec des différences de prix à chaque fois, avec des trucs de spéculation, et tout ça. Enfin, voilà, un système très opaque sur le plan financier, qui aboutit à la fin à l'évaporation d'une somme énorme d'argent qu'on retrouve sur le compte personnel du Premier ministre. Donc après des semaines et des semaines de tergiversation, la défense du Premier ministre malaisien, ça a été de dire que c'était un don venant d'Arabie Saoudite. Et les Chinois ont aussi le gouvernement chinois qui soutient le gouvernement malaisien, dans le cadre d'une politique de rapprochement très fort qui a depuis quelques années avec le Premier ministre actuel et la Chine pour des projets de développement. Voilà. La Chine a apporté aussi un peu son aide pour racheter des sociétés très en déficit qui avaient été financées par OneMDB. Mais en gros, l'objet du soi-disant financement, l'origine de l'argent sur les comptes du Premier ministre, c'est pas... Pour eux, c'est pas lié à ce scandale-là, c'est un don, un financement de l'Arabie Saoudite pour aider le Premier ministre et le parti au pouvoir. Voilà. Un don anonyme, naturellement, de partenaires et d'amis venant d'Arabie Saoudite. Voilà. Donc sur ce plan-là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Par contre, il y a eu une vraie influence, toujours, hein, il y a des influences je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, sur la création des premières madrasas, qui étaient parfois le lieu de gens qui venaient d'ailleurs du monde musulman, ou de Malaisiens, d'oulamas malaisiens qui avaient pu aller s'instruire à El Azhar, ou surtout dans le monde indien, mais aussi de El Azhar, par exemple, ou directement de Jeddah. Il y a eu, dans les années 80 et début 90, effectivement, beaucoup de fonds. L'Arabie Saoudite a financé notamment une partie de la création de l'Université internationale islamique de Malaisie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a eu de financement d'un certain nombre de projets, mais disons que il y a eu un rafraîchissement des relations après avec et la Malaisie a des relations un petit peu compliquées avec certains pays du Moyen-Orient et notamment avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite voit d'un mauvais œil l'espèce d'activisme malaisien qu'il y a eu pour devenir un peu le leader des pays musulmans périphériques, c'est-à-dire non arabes. Les initiatives autour du D8, les initiatives en termes de promotion de la solidarité islamique, de promotion du modèle de développement. Bon. Il y a eu pendant très longtemps une espèce de mépris en disant bon, faites vos petites affaires, et puis finalement ils s'aperçoivent que la Malaisie est devenue un pays crédible sur le plan international, s'agissant notamment de la finance islamique. Et puis il y a eu des critiques malaisiennes sur la politique saoudienne, voilà. Donc il y a eu un certain nombre d'événements comme ça qui ont eu tendance sur les 10-15 dernières années à un peu rafraîchir leurs relations. L'Arabie Saoudite avait menacé par exemple une fois de baisser les quotas de la Malaisie pour le pèlerinage à la Mecque. Il y a eu un peu des tensions diplomatiques, parce que la Malaisie est régulièrement élue comme le pays du monde qui a la meilleure organisation pour le pèlerinage. Ils ont un fonds qui s'appelle le Tabung Haji, qui est le plus grand fonds de pension islamique du monde, et qui a comme activité d'opérateur d'organisation du Hajj pour les pèlerins malaisiens. Et eux, les Malaisiens n'ont aucun problème à remplir leurs quotas. Parfois, ils rachètent même des quotas, ils utilisent même des quotas de pays qui n'arrivent pas à envoyer
ils en sont à ce point-là, donc ils demandent régulièrement que les quotas soient augmentés. Et l'Arabie Saoudite avait menacé, il y a eu une tension diplomatique à cause d'un article dans le premier quotidien en anglais du pays, mais qui est totalement tenu par le parti au pouvoir. C'est juste pour vous donner un exemple, mais c'est le genre de tension. Voilà. Et l'Arabie Saoudite n'a pas du tout aimé l'édito du rédacteur en chef, sachant que comme c'est le parti, comme c'est le journal en gros qui est lié au parti au pouvoir, c'était pas un hasard qu'ils faisaient ce billet-là. Voilà. Donc il y a eu des protestations et ils ont menacé de baisser les quotas. Voilà. Mais l'Arabie Saoudite reconnaît en même temps, hein, plusieurs fois la Malaisie a eu un satisfecit comme pays meilleur organisateur du club ménage. Donc ils ont des relations un petit peu compliquées. Et puis il faut dire que officiellement le wahhabisme est pas du tout la doctrine politique qui est proposée et défendue par les autorités malaisiennes. Donc si on voulait se placer uniquement sur le plan de la foi, on est plutôt dans quelque chose de rival, quoi. Donc, voilà. Et puis il y a un autre événement aussi, il faut le signaler, c'est que l'ancien, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, ça commence à remonter. Le vice-premier ministre Anwar Ibrahim, qui a été destitué dans une histoire un peu rocambolesque, si vous avez suivi cet épisode, par Mahathir Mohamad, qui a été le premier ministre malaisien très important et le plus connu de la période contemporaine. Il était très lié, lui, aux dirigeants du Moyen-Orient, et sa destitution a amorcé le début d'un rafraîchissement des relations avec la Malaisie. Parce que lui, il avait été, c'était un ancien leader d'un mouvement missionnaire de jeunesse qui avait des liens très anciens et très nourris avec des groupes du Moyen-Orient. Et donc lui, il était très proche effectivement de pas mal d'intérêts et d'organisations qui étaient financées par les Saoudiens. D'ailleurs, c'est par son intermédiaire que les Saoudiens ont financé en Malaisie l'Université internationale islamique. Aujourd'hui, depuis le temps qu'il n'est plus Premier ministre, il n'y a pratiquement plus aucun mouvement financier qui se fait de l'Arabie Saoudite vers la Malaisie pour financer des projets, que ce soit des mosquées ou des... parce que la Malaisie n'a pas besoin des fonds étrangers sont suffisamment riches, mais même sur le plan politique et diplomatique, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les autorités malaisiennes actuelles n'ont pas du tout envie de voir arriver des fonds saoudiens pour financer des projets en interne. On en est loin. Est-ce qu'on observe aussi un développement, du fondamentalisme musulman? Est-ce qu'il y a des... Comme on l'a observé, ça j'ai dit ce matin en Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a, et d'ailleurs pas seulement sur l'islam, mais aussi sur les pentecôtistes en Afrique, est-ce qu'il y a une tendance ou est-ce que cette partie du monde est bien à l'abri de... Enfin, à l'abri, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, n'est pas touché par ce développement d'un fondamentalisme religieux? Ça n'a rien d'un mouvement massif. Il n'y a pas de... comment on pourrait dire? Il n'y a pas de radicalisation des sociétés dans ces pays-là. À l'échelle de la société, il n'y a pas de radicalisation ou de... comment on pourrait dire? Oui, de radicalisation, voilà. Le mouvement de radicalisation, ils l'ont eu plus tôt. Voilà. Et la marche folle au développement qu'il y a dans ces pays, qui est l'obsession, qui est la priorité des dirigeants, qui est tout ce qui se passe aussi en termes d'intégration régionale. Hein. On ne se rend pas compte, mais du mouvement très important que joue la Chine dans l'intégration régionale accrue de toute la région. Les progrès de l'ASEAN, bon voilà. Disons que tous les voyants ne sont pas allumés pour que ces sociétés-là soient perméables à des mouvements de radicalisation globaux. Voilà. Après, à l'intérieur de la société, je vous ai dit, c'est des sociétés qui sont très fragmentées. Vous trouvez des foyers, effectivement, à la fois de crispation, c'est-à-dire des gens qui tolèrent mal le développement économique et continuent à être dans des formes de résistance et qui en appellent à l'islam justement en forme de résistance. Là, avec l'État islamique, vous avez des cellules de l'État islamique qui ont été démantelées, donc il y a eu, notamment pour ce que
J'ai en tête des exemples en Malaisie, il y a eu une reprise en main, un démantèlement, beaucoup d'arrestations de gens qui étaient susceptibles d'avoir des liens avec des gens en Syrie, tout ça. Ils contrôlent très bien. En tout cas en Malaisie, c'est un vrai état policier comme on l'imagine. Une fois, pour vous donner l'anecdote, j'avais interrogé un dirigeant de la police malaisienne parce qu'il y a eu le démantèlement d'une secte, enfin un groupe qui se présentait comme une secte islamique, vraiment dans le genre mouvement d'illuminés. Hein. On n'était pas dans un groupe organisé ou enfin organisé, un groupe classique comme on peut l'entendre. Hein. On était presque dans le cadre d'une secte millénariste, mais du côté musulman. Et ils avaient arrêté et démantelé cette secte à une vitesse incroyable. Sur la base de renseignements humains qui étaient surprenants. Quoi. Et je leur avais dit, mais comment vous avez fait pour... Et il m'avait dit, vous savez, les services intérieurs malaisiens, c'est l'ensemble de la population. Ce qui, c'est pas forcément vrai, mais ce qui montre le degré de confiance et d'organisation en interne, notamment par tout le maillage du parti au pouvoir, dans chaque village, dans chaque rue. Et les services intérieurs malaisiens sont, en termes d'encadrement de la population, sont particulièrement efficaces. On est dans un vrai état policier au sens où on l'entend sur ce point, avec une efficacité qui est réelle. Et particulièrement sur les groupes musulmans, comme justement ils sont très précautionneux à ne pas laisser se développer de germes qui pourraient contester la ligne officielle, toutes les activités en lien avec l'islam sont très très surveillées. Donc ils ne laissent se développer aucune velléité de contestation sur place. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est finalement très compréhensible. C'est-à-dire c'est le pays dans la région qui est le plus fait pour l'islam, et c'est celui qui contrôle le plus les activités en lien avec l'islam. Justement parce que ce qui est lié à la religion musulmane est très important pour le pouvoir. Ils laissent parfois ils ont des espaces de tolérance. Ils laissent se développer des fois certains groupes qui ne sont pas officiellement dans la ligne, mais ils les laissent tranquilles tant qu'ils restent, ils ne dépassent pas certaines lignes rouges. Mais dès qu'il y a des choses qui commencent à devenir compliquées, ils sévissent rapidement. Donc, il y a eu tout un mouvement de... Ils avaient un peu baissé la garde ces dernières années, et là avec ce qui se passe avec l'État islamique, il y a eu un gros mouvement d'arrestation voilà, pour justement contenir. Après, il y a des groupes, mais alors là c'est pour des questions de politique interne, qui jouent de nouveau la rhétorique de l'islam, mais dans un mode très dur, avec un discours très anti-chinois, mais pour des raisons de politique intérieure, hein, c'est pas lié à l'actualité internationale. Et puis vous avez toujours après autour de certaines écoles coraniques en Malaisie, autour de certains groupes proches du parti islamique, certaines franges très minoritaires qui peuvent parfois tenir des discours un peu militants, mais il n'y a pas de mouvement de société de radicalisation autour de l'islam dans aucun des pays de la région. Mais c'est sous surveillance, effectivement. Y compris les réseaux sociaux? Y compris sur les réseaux sociaux. Alors d'ailleurs c'est marrant que c'est intéressant que vous souligniez les réseaux sociaux, puisque que ce soit la Malaisie, Singapour, mais de manière générale les pays d'Asie du Sud-Est sont parmi les pays qui ont un usage des réseaux sociaux et notamment du téléphone portable qui est parmi les plus élevés au monde. Et donc il y a une vraie... à la limite c'est très compréhensible. Parce que c'est des pays qui jouent beaucoup sur la rhétorique de nouvelles technologies, du développement, donc forcément tout ce qui est lié est en développement. Et puis c'est une manière aussi pour la jeunesse éduquée de ces pays-là de contourner les cadres très rigides de ces sociétés qui effectivement sur le plan de la démocratie et de la liberté de parole. Donc toute cette appétence autour de la modernité capitaliste et de la parole s'exprime beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais la propagande islamique sur les réseaux sociaux, elle existe hein, dans cette région-là. Mais
elle ne témoigne pas, c'est le fait de minorités, en tout cas s'agissant de la radicalisation. Ça ne traduit pas un mouvement global de la jeunesse, au contraire. On a plutôt, c'est ce qui agace beaucoup d'organisations islamiques locales en Malaisie, par exemple, c'est que depuis quelques années, ils ont une baisse de leur nombre de militants, une baisse de leur nombre de... après les grandes années de financement où ils débordaient d'argent, là, aujourd'hui, ils ne sont pas dans une période très faste au niveau financier. Beaucoup de jeunes voilà, appelés par les sirènes de la consommation se détournent. Moi j'étais frappé, j'avais jamais vu ça, ça fait maintenant depuis 1999, hein, je m'intéresse vraiment beaucoup à ces questions-là. J'ai vu depuis quelques années, lors de la prière du vendredi par exemple, dans des zones qui étaient avant des zones, enfin qui sont toujours des zones très, très rurales, très malaises, très musulmanes, très pratiquantes. Pendant la prière du vendredi, par exemple, des choses que j'avais jamais vues avant dans ces endroits-là, que je fréquente beaucoup, plein de jeunes qui ne vont plus à la prière. Ils partent de chez eux habillés avec l'habit traditionnel, faisant croire qu'ils vont à la prière, et en fait ils font des courses de mobylettes autour des ronds-points, ils fument, et en fait ils ne vont pas à la mosquée. Moi j'ai moi-même constaté, hein, avec des amis que je connais depuis très longtemps, qui, quand je les ai connus, étaient vraiment des gens très fervents. Alors c'est pas de la sociologie quantitative, hein, c'est vraiment un point de vue, mais ça dit quand même des choses, qui étaient à l'époque où je les ai connus vraiment des pratiquants, à toute cette période d'hystérie qu'il y a eu autour de l'islam en Malaisie, entre 98 et 2003-2004, où même dans la presse on parlait que de ça, tout tournait autour de l'islam, il y a eu vraiment un moment d'hystérisation autour de ça. Depuis, les choses ont quand même pas mal changé, jusqu'à de temps en temps ne plus aller à la prière du vendredi parce qu'il y a autre chose à faire, parce que puis même dans les destinations qu'ils choisissent en termes de vacances, les choses sont un peu retombées. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a sur certaines franges, des petites franges minoritaires, la sécularisation progresse, mais il n'y a pas de mouvement de masse non plus dans ces pays de sécularisation. Ça reste des pays qui ont un taux de pratique de la religion, notamment en Malaisie, qui reste très élevé et très massif. On n'est pas dans un mouvement comme ça, un peu important de progression de la sécularisation, où en gros l'islam s'est renvoyé à un truc secondaire. Non, on n'est pas là-dedans. Mais on est plutôt par rapport, je vous dis, aux années d'hystérie 98, 2004, c'est un peu la période moi j'identifie comme telle, 2005, on est plutôt dans un truc un peu de stabilisation et de baisse de l'hystérie, qu'on remarque par plein de petits signes. Y a-t-il encore quelques questions? Les réseaux sociaux sont surveillés. Oui. Alors pas autant qu'en Chine, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens techniques, mais ils sont très surveillés. Moi, vous avez parlé du rayonnement de la Malaisie concernant la finance islamique et le business. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres domaines liés à l'islam où il y a ce rayonnement, ou potentiellement il pourrait y avoir un rayonnement, je pense notamment à l'éducation ou à tout ce qui est universitaire, on peut penser à l'Azhar en Égypte. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Malaisie, ou est-ce que c'est potentiellement dans le futur? Alors, l'Université internationale islamique, elle se veut être le concurrent direct de Al-Azhar. C'est une très bonne université, c'est vrai. Ils ont beaucoup joué la carte. La Malaisie était devenue à un moment le spécialiste d'attirer les élites musulmanes de pays un peu mis au banc de la scène internationale. Donc en fonction des années, quand on regardait les effectifs des étudiants étrangers, on trouvait d'un seul coup une explosion du nombre de Soudanais, parce qu'il y avait beaucoup de Libyens à l'époque où le colonel Kadhafi était encore infréquentable, avant qu'on le reçoive et qu'on lui déroule le tapis rouge. Il y avait plus récemment, il y avait beaucoup d'Iraniens au moment un peu important de la crise sur le nucléaire. Voilà, la Malaisie, elle a toujours un peu joué comme ça, en disant bon, puisque les élites de vos pays, on leur ferme les universités occidentales, parce que sur le plan géopolitique ou diplomatique, votre pays est un peu mis au banc.
venez chez nous, on vous accueille. Voilà. Et avec l'idée que ça permettait de lier des liens après qui seraient importants pour le pays en termes économiques, culturels, de rayonnement, parce que ces élites-là formées retourneraient dans leur pays et garderaient des liens très précieux avec la Malaisie. La Malaisie a joué beaucoup la carte comme ça avec certains pays africains musulmans, où ils ont beaucoup utilisé la carte de la solidarité islamique comme vecteur de business. Pour construire des centrales électriques. À l'époque où l'Algérie, par exemple, dans le sillage de la guerre civile, avait été vraiment aussi mise de côté sur le plan international, la société Petronas, la Malaisie n'a jamais lâché le gouvernement algérien et s'en est beaucoup rapproché, a utilisé justement le fait qu'il y avait les troubles pour continuer à être justement très présent. Et Petronas a décroché dans le sud du Sahara un contrat d'exclusivité pour l'exploration je ne sais plus si c'était du gaz ou de pétrole très très important. De la même manière, je vous dis avec le Soudan, le Soudan c'est un des exemples vraiment un archétype de ça. Ils ont beaucoup aidé le Soudan en échange d'opportunités de business. Ils ont fait la même chose avec ça va pas me revenir, le nom d'un pays africain, avec la Guinée. Ils ont fait la même chose enfin, voilà, avec d'autres pays comme ça. Donc, avec l'idée que devenant un pays modèle en termes de développement économique et d'alliance avec quand même le maintien d'une pratique de l'islam très orthodoxe et très, très valorisée, de devenir un centre de formation internationale des élites musulmanes. Alors ça a partiellement marché, parce qu'effectivement ils continuent à accueillir énormément d'étudiants étrangers venant des pays musulmans. La Malaisie, c'est pour beaucoup de pays musulmans, pour beaucoup d'élites de pays musulmans, un pays prisé et recherché pour aller faire des études, parce que la Malaisie est très accueillante pour ça. Par contre, quand les étudiants de ces pays-là ont la possibilité et les moyens de pouvoir aller faire des études dans une grande université occidentale, ils préfèrent toujours l'université occidentale. Voilà. Donc il faut remettre ça dans un contexte de concurrence internationale de l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, d'ailleurs la Malaisie le pense comme ça, que l'enseignement supérieur, c'est devenu un marché avec à la fois, parce que ça attire des frais de scolarité. Alors nous ici en France c'est un peu particulier parce qu'on pense pas l'enseignement supérieur comme l'université est pratiquement gratuite. On ne pense pas que les frais de scolarité c'est un business quoi. Mais à l'échelle internationale l'enseignement supérieur est devenu un marché. Bon, la France aussi essaie d'attirer les meilleurs étudiants internationaux, il y a des tas de programmes pour ça, on met des bourses d'excellence, il y a des tas de programmes qui permettent via Campus France de faire venir des tas d'étudiants étrangers méritants ou potentiels. Voilà. La Malaisie utilise beaucoup ces ressorts-là. En mettant par exemple, ils ont un truc sur lequel ils ont beaucoup capitalisé, ils ont beaucoup développé ce qu'on appelle le twinning, les twinning programmes. C'est-à-dire ils passent des accords avec des très grandes universités prestigieuses dans le monde, en programme jumelé du coup, mais sans que les gens aient besoin d'aller dans l'université en question. Par soit de l'enseignement à distance ou par des crédits qui sont valorisés pour des doubles diplômes en fait, voilà, comme les systèmes de double diplôme. Et ça permettait par exemple, ça a été une des voies d'attraction. Ça permettait à des élites de pays musulmans de contourner le fait de ne pas pouvoir aller dans ces universités occidentales, mais de passer par la Malaisie, d'obtenir par exemple un double bachelor de l'université malaisienne en question, mais qui est reconnu par l'université australienne, et dans un deuxième temps, possédant ce bachelor-là, de pouvoir s'inscrire en master dans l'université australienne. Il y a plein de stratégies comme ça, dans lesquelles la Malaisie s'est beaucoup investie pour jouer justement de ces jeux. Voilà. Donc elle a partiellement réussi le pari, c'est-à-dire que quand vous discutez avec des élites de pays musulmans, la Malaisie c'est un pays, nous ici la Malaisie ça paraît très loin, et c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais dans les pays musulmans c'est un pays qui a une vraie image. Qui a un pays connu. Mais voilà, il faut remettre ça dans un contexte plus global. L'université internationale islamique, ça n'a pas la réputation que peut avoir Al-Azhar. Même si le niveau, je ne suis pas certain que le niveau de l'université internationale islamique ne soit pas meilleur que celui d'Al-Azhar.
Quand on regarde le pédigré des enseignants, c'est une université qui a vraiment un très très bon niveau sur le plan de la recherche. Alors effectivement, si vous me dites on compare avec Harvard ou avec Oxford, faut à chaque fois remettre les choses en proportion. Mais c'est une excellente université. Avec des gens, d'ailleurs, je le précise, parce que dans toutes les universités malaisiennes, ils ont aussi beaucoup fait ça. Quand vous regardez le profil des gens qui enseignent, vous avez une ancienne génération d'universitaires locaux qui avaient leur niveau, enfin voilà. Mais quand vous regardez les niveaux de recrutement qu'ont aujourd'hui les personnels académiques en Malaisie, dans les nouvelles universités qui ont été créées, justement l'université internationale islamique, je pense à une université que je connais bien dans le nord du pays, tous les enseignants-chercheurs titulaires qui sont recrutés dans cette fac ont tous fait des PhD dans les meilleures universités du monde. Hein. Ils sont devenus très sélectifs sur le recrutement des personnels académiques. Ce qui a automatiquement petit à petit un effet sur le niveau global de la formation. Ce qui pose problème en Malaisie, c'est surtout les institutions privées d'enseignement. Parce qu'il y a eu un développement, il y a une libéralisation du système d'enseignement et la création d'énormément de petites entités privées dont le niveau est discutable pour beaucoup d'entre elles. C'est plutôt le vendre le diplôme plutôt que... la qualité de l'enseignement, mais dans les grandes universités publiques ou dans certaines grandes universités privées, dans les universités internationales, parce qu'il y a pas mal de succursales, on ne dit pas comme ça pour le monde académique, d'antennes d'universités étrangères en Malaisie, le niveau est relativement bon. Alors pas autant que Singapour dans la région par exemple, mais après les grandes universités singapouriennes, les universités malaisiennes se classent plutôt très bien. Très bien, merci beaucoup.